19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM à la suite des informés avec toute l'équipe d'Adil Farkan que vous pouvez retrouver chaque soir sur l'antenne de Beurre FM, votre radio préférée, chers auditrices et auditeurs. En ce lundi 28 novembre, on le rappelle, 19h30 pétante, émission spéciale tout au long de ce mondial au Qatar 2022 bien sûr. C'est le sacre, on espère encore une fois, d'une nation, pourquoi pas africaine, ou encore de l'équipe de France dans ce mondial. La 3e étoile qui briguera sur le maillot de cette équipe de France, la bande à Didier Deschamps. Au menu de cette émission ce soir, on parlera quoi? Des nations africaines. Et ça c'est promis, rien que pour vous chers auditeurs. Le Maroc qui frappe très très fort face au Diable Rouge. La sélection belge, 2-0 des Marocains et ce n'est pas rien. On parlera aussi du football en gros, africain en général, fort ou peut-être pas. Alors on verra. En tout cas, peut-être on réveille un sursaut d'orgueil de ces nations africaines avec le Cameroun ou encore le Ghana qui ont joué aujourd'hui en ce lundi 28 novembre. Et aussi le match qui opposait le Brésil face aux Helvètes à la sélection suisse. On en parlera avec le fil rouge. Un match tant attendu. CR7 et ses hommes. Le Portugal qui rencontrera l'Uruguay d'Edison Cavani. À de suite, une courte pause et avant de revenir avec toute l'équipe. Time Sport revient dans un instant. 19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce lundi soir. Et oui, début de semaine oblige, 19h40, toujours ensemble. On est ensemble jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa jusqu'à 23h. Voilà, qui terminera la soirée avec vous, chères auditrices et auditeurs de Beurre FM. On rappelle le numéro du standard avec Anthony, le réalisateur, le 01 53 48 3000. On vous fait remporter aussi le magnifique ouvrage, le guide de cette fameuse Coupe du Monde 2022 au Qatar aux éditions Solar. Rien de plus simple. Vous composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000 et on vous le fait remporter. Voilà, une petite dédicace si vous voulez bien nous appeler, réagir avec toute l'équipe de Time Sport spécial Coupe du Monde au Qatar. Ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura Boula. Comment ça va Boula? Alhamdoulilah, tout va bien. Tout va bien. Il est assez serein Boula, ça me fait plaisir. Juan Trocé, ça le fait sourire. Comment ça va? Voilà, très bien, d'autant plus que l'Espagne, dont on va parler, est presque qualifié. Aïe, 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 ça fait sourire là aussi encore une fois. Abdel, qui ouvre la semaine avec nous. Comment ça va Abdel? Ça va Bilal, bonsoir à toutes et à tous. Très content d'être là pour parler de ce week-end et de ce lundi de Coupe du Monde qui s'est plutôt bien déroulé. Eh oui, Abdel, Portugal face à l'Uruguay, les compositions viennent de tomber. On va les donner pour les auditeurs de Beurre FM. On est sur un... Time Sport, le JT. Et il va vite aussi Abdel, tout comme le réalisateur, mais tu as bien raison. C'est vrai, j'ai été un peu trop rapide. Alors, côté Portugal, on part sur un 4-3-3 avec Costa dans les buts. Ouais. João Cancelo, Ruben Dias, Pepe et Mendes. Pepe et Mendes font leur retour dans le 11 de départ. Au milieu de terrain, Carvalho, Neves et Bruno Fernandes. Et en attaque, on aura Bernardo Silva à droite, Ronaldo en pointe et João Félix à gauche, qui sera un petit peu électron libre. Donc, une belle compo et 3 changements dans ce 11 de départ de la part de Santos. On va poursuivre avec Juan Trocé, la composition de l'Uruguay. Alors l'Uruguay qui est une ancienne champion du monde par 2 fois et qui va commencer donc ce match avec Sergio Rochet dans la cage et puis au niveau de la défense Coates, Godin et Jiménez qui sont très bien connus du public espagnol au milieu de terrain très dense avec Varela, Valverde, le joueur du Real, Matías Vecino, Betancourt et Oliveira et puis on attaque Darwin Núñez mais aussi Mister Cavani qui joue, Cavani. Qui joue du côté des Valence cette année. Eh bien sûr, Cavani, c'est top, ça fait sourire. Boula, un mot concernant cette rencontre 20h qui démarra, allez dans un peu moins de 20 minutes. Boula, les Portugais, les Uruguayens aussi avec Cavani, c'est fort, mais on néglige parfois les Uruguayens. Les Uruguayens, moi, les deux seuls que je connais, les trois joueurs que je connais bien en Uruguay, t'as Valverde qui a pris une place de titulaire indiscutable, qui fait partie des bons joueurs internationaux, et t'as Cavani qu'en France il nous a fait plaisir en tant que buteur. Ouais, avec le Paris Saint-Germain. Et un âme de joueur de qualité ou un travailleur, bosseur. Toujours au tempo, toujours au top. C'est vraiment des joueurs qui m'ont plu.
Et en plus de ça, t'as un monument des attaquants uruguayens, c'est Suarez, tu vois. Ouais, Suarez qui nous a vraiment fait plaisir dans le football des 15 dernières années. Ouais. Abdel. Pour rebondir, c'est vrai que c'est une rencontre qui va être pour moi assez fermée. En tout cas, je le vois comme ça. L'Uruguay est pas du tout parti dans ce dispositif-là lors du premier match. Là, si ils utilisent la défense à 3, c'est parce qu'ils savent que de l'autre côté, il y a Cancelo et Mendes qui attaquent parfaitement les couloirs. Donc, il faut avoir beaucoup plus de monde, être en supériorité pour les contrer. L'Uruguay, en plus, qui a pas forcément montré un de ses meilleurs visages en Coupe du Monde face à la Corée, elle a même été dominée. En face, on a une équipe du Portugal où on voit que Santos revient un petit peu aux bases en mettant William Carvalho qui était pas là au premier match, qui est un de ses hommes de base devant la défense. On va avoir beaucoup de densité autour de Cristiano Ronaldo, avec notamment Bernardo, Bruno Fernandes ou encore João Félix qui permettent beaucoup. Donc pour moi, ça va être un match assez fermé. En face, on a quand même l'équipe du Portugal qui s'est montré assez fébrile face au Ghana, qui a concédé pas mal d'occasions. Donc on se dit que l'Uruguay veut blinder, pas mettre le bus, mais veut blinder, veut jouer comme ils le savent, et tenter peut-être, pourquoi pas, de les mettre en difficulté sur les coups de pied arrêtés. Donc un match à suivre, mais je pense que ça va être, comme j'aurais dit, un match fermé. C'est le fil rouge de la soirée. Portugal-Uruguay, Juan José. Faudra pas oublier, c'est une magnifique affiche de la Coupe du Monde en phase de poule, en tout cas. Magnifique affiche. Puis en Portugal, n'oublions pas qui est quand même l'un des outsiders de ce mondial, dont on parle comme un pays qui pourrait faire la surprise. C'est vrai que lors du premier match remporté par le Portugal, ils n'ont pas non plus développé un jeu extrêmement merveilleux. Enfin, c'était quand même parfois un peu limite. Il y avait des difficultés, mais c'était la rentrée dans le mondial. On sait que le premier match est toujours assez compliqué parce qu'effectivement, surtout, il faut pas perdre. Là, maintenant, ils sont dans des très bonnes dispositions. Une victoire, ils seraient qualifiés dans ces groupes, et dans le cas contraire, effectivement, on retrouve l'Uruguay qui est quand même en mauvaise posture après ce match nul face à la Corée, sachant que en cas de match nul ou de défaite, en fait, ça sera face au Ghana où ils vont devoir jouer la qualification in extremis dans ces groupes. Donc, effectivement, un match fermé parce qu'il y a beaucoup d'enjeux pour les deux équipes. Petit avantage quand même au Portugal, qui a cette tranquillité de savoir que son premier match gagné. Et puis parce que encore une fois, il y a un homme qui va jouer son dernier mondial, c'est bien sûr Ronaldo, et qui aura envie de montrer que pour son dernier mondial, et après qu'il se soit fait virer de Manchester, il continue à être l'un des grands joueurs du monde. Et si juste pour rebondir, si l'Uruguay joue sur sa finale contre le Ghana, on n'oublie pas qu'il y a une revanche à prendre depuis le mondial 2010 et ce qui s'est passé avec la main de Suarez. Donc il ferait mieux de se mettre plutôt en bonne posture l'Uruguay ce soir, même si ça va être assez compliqué. Oui. Et moi j'ai un truc à dire sur Cristiano Ronaldo. Alors, au niveau de Manchester United, je pense que c'est un peu exagéré de la part de Manchester United. Ouais, toi tu reviens à Manchester United. Oui, vas-y. mais On a Abdel aussi, peut-être il va réagir sur ça, l'auditeur. Oui, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Moi je veux revenir sur Canelo. C'est le JT Sport. Aujourd'hui, on cible Cristiano Ronaldo. Au niveau média, on le déstabilise. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, que Manchester United, depuis l'actionnaire qui est arrivé, ça marche pas depuis 10 ans. Alors aujourd'hui, je pense que Cristiano Ronaldo, c'est un poids énorme à Manchester United au niveau de la gestion du club. C'est plus le club ce qui était. Aujourd'hui, c'est un club, c'est que du business et de la magouille. C'est pas l'ère Ferguson. Et être dans ce traquenard, Cristiano Ronaldo, je pense que il a des circonstances par rapport à la gestion du club. Et pour moi, la qualité des joueurs portugais, je pense qu'il y a des joueurs de qualité à devenir. Juan José connaît bien le joueur qui est à l'Atlético de Madrid. Oui. Et João Félix. Ouais, João Félix. Qui pourrait partir.
à la fin du mondial. Oui, Donc, et ça a été il est en délicatesse avec Simeone. Mais c'est vrai, Mendes, c'est un jeune joueur Mendes, des grandes qualités. Comme ce joueur, il a été à un moment donné pris en étau dans un transfert à l'Atlético de Madrid. Et au niveau de ses qualités, il n'a pas pu exposer ses qualités parce que Mendes a pris 25 millions d'euros de commission sur la gestion de Félix. Et c'est un joueur qui était prévu au Real. Et moi, je pense que les Portugais, ils ont toujours des joueurs de qualité intrinsèques. Je pense qu'ils ont un bon coup à faire ce soir contre l'Uruguay. Et en revenant à Adel, Abdel. Au niveau quand on parle de défense à 3, aujourd'hui le football c'est plus les coachs, ils sont là pour avoir un résultat, ils sont pas là pour faire du spectacle. Ils sont pas là pour avoir du spectacle et on les regarde défensivement, tu sens que le football aujourd'hui ça joue des résultats, ça joue pas vraiment un match pour jouer un match. À part les Espagnols qui ont une qualité de jeu. On va en parler des Espagnols face aux Allemands, Boula. C'est promis. C'est le groupe H. Et oui, c'est la seconde rencontre de ce groupe pour ces deux sélections. C'est le Portugal qui rencontrera donc l'Uruguay aujourd'hui à 20h. C'est le fil rouge de cette émission, le 01 53 48 3000 pour réagir, tout comme Abdel, notre auditeur. On est en compagnie de Boula, de Juan José, sans oublier aussi Abdel, notre consultant. Mais on va donner encore quelques infos. Je sais pas s'il a remarqué cette info. C'est Sergio Kun Agüero qui essaye de défendre en tout cas la Pulga, Léo Messi à la suite, parce que le boxeur mexicain qui n'est autre que Saúl Canelo Alvarez, le champion du monde en titre, qui n'a pas épargné le sextuple Ballon d'Or, Lionel Messi, après la victoire de la Bicéleste sur les Mexicains. Il trouve que la Pulga a manqué, je cite, de respect aux couleurs mexicaines en mettant au sol le maillot et en y donnant un coup de pied. Et ou en rétorquant Sergio Agüero de dire non, il n'a pas manqué de respect à cette nation qui est le Mexique et même ses fameux supporters. Peut-être un mot à dire avec notre Anthony, le réalisateur, et aussi toi, Juan José. On vous écoute, messieurs. Non, sur cette affaire, n'oublions pas de toute façon cette rivalité réelle qui existe entre le Mexique et l'Argentine, de championnats qui veulent être les premiers championnats du continent et qui depuis belle lurette ne se font pas des cadeaux particuliers. Donc après, c'est vrai que les Mexicains ont quand même un certain, comme disons, sentiment d'infériorité par rapport à l'Argentine et surtout par rapport à la qualité des joueurs qu'on a connus du côté de l'Argentine. Il y a Sergio Agüero, il y a Messi, bien sûr, mais si on va pour les plus anciens, un peu plus tard, on va à 78 et Mario Kempes, par exemple. Donc, c'est des grands joueurs argentins et il y a quand même une certaine, comme je disais, une certaine sentiment d'infériorité du côté des Mexicains. Donc, il faut pas aller trop loin dans cette discussion entre Mexicains. Sur le JT Sport spécial Coupe du Monde, on doit en parler parce que ça fait réagir. Mais il y a beaucoup de politiques intérieures entre guillemets entre ces deux pays pour justifier de ce type de commentaires. Ouais. En tout cas, on a eu pas mal de commentaires concernant cette phase finale de la Coupe du Monde au Qatar, où des supporters américains, voire anglais, se disaient dans un autre monde que détailler les médias ou même certains observateurs du football. C'est pas moi qui le dis, c'est les touristes. Oui, avec toi, Antoine, rapidement. Anthony. Il continue. Hein. T'inquiète. Parce qu'on a dédicace. On a un Antoine qui nous écoute ce soir aussi en voiture. Voilà. Non, pour moi, c'est pas un manque de respect. Enfin, c'est peut-être maladroit ou déplacé de sa part. Mais on se souvient, je crois, c'est Ben Yedder à Monaco qui était énervé d'avoir sorti après blessure. Ouais. Il a acheté son maillot, il s'est essuyé avec les pieds. Et pourtant, c'est pas non plus, on n'a pas fait tout un pataquès. Lui, là, parce que c'est Messi, on critique, on disait, ouais, c'est Messi. Là, on l'a critiqué. C'est Canelo en plus, hein. Ouais. C'est moi, je le connais pas, c'est un grand homme, mais je trouve que voilà, c'est peut-être, déplacé de la part de Messi d'avoir fait ça, mais quand on est énervé, on contrôle pas ce qu'on fait. Ouais, aussi, c'est toi qui te dis. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de rivalité entre joueurs. Je pense qu'il y a un respect entre joueurs. Comme il dit Bilal, c'est plus des effets un petit peu politiques, un peu nationalistes. C'est là que les mecs ils veulent exister à travers le football. Et je pense que entre sportifs et entre joueurs de football de haut niveau, tu les vois, le respect qu'ils ont entre eux, ou quand tu sens qu'il y a un gros respect entre eux. Après, faut quand même masquer le fait que le Mexique fait pas une super Coupe du Monde et super moyenne dans ce mondial. Donc autant mettre la lumière ailleurs que sur le terrain, et surtout qu'il fait pas forcément bonne figure quand on sait que dans 4 ans ils seront organisateurs avec le Canada et les États-Unis. Donc à un moment, faudrait peut-être regarder plus le point de vue du football.
comme la Coupe du Monde se déroule plutôt bien, c'est une des équipes qui a montré peut-être le plus faible niveau de jeu depuis 2 matchs. Donc vaudrait mieux se concentrer là-bas, critiquer les choix et les générations qui sont là depuis 4, 5 le mondial, Abdel, parce que il y a pas mal de choses à dire. Ouais. On va respecter aussi quand même Canelo Alvarez, hein. C'est le champion du monde des poids super moyen en WBC, en WBA, WBO et l'IBF. C'est un grand monsieur quand même, hein, les 4 ceintures réunies. C'est un grand monsieur, mais qui reste à sa place aussi. Ouais, qui reste à sa place, t'inquiète pas. Ne dis pas trop fort parce que sinon peut-être il va t'entendre et il va aussi te tweeter ou lancer un live Instagram. Enfin, vous restez avec nous, chers auditeurs et auditrices. Boula, on l'a énervé, c'est super. On va revenir sur les nations africaines sans oublier aussi la Belgique. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, il est 19h55, toujours en compagnie de Boula, de Juan Trossé, sans oublier Abdel. Allez, place au football avec ces nations africaines. Time Sport. Il est pour parler. Vous n'oubliez pas, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, le numéro du standard pour réagir avec toute l'équipe, le 01 53 48 3000. On parle cette fois-ci de la Belgique qui a rencontré justement ce week-end les Lions de l'Atlas, la nation marocaine. 2-0 pour ces Marocains dans ce groupe F sur cette deuxième journée. Abdel, on t'écoute. Ils ont frappé fort, les Marocains. Ils ont frappé fort, et à ceux qui pouvaient penser ou qui pourraient penser que c'est une surprise, moi je pense pas vraiment. Je pense qu'on est quand même sur la fin d'un cycle côté belge avec des nouveaux joueurs qui ont besoin de prendre de l'expérience. Ce qui a été super intéressant par rapport au premier match que le Maroc a réalisé, c'est qu'ils sont allés vraiment les chercher très très haut pour les empêcher de toucher justement les hommes de base au milieu de terrain, que sont De Bruyne, que sont Hazard, que sont des joueurs comme aussi Onana. Ils les ont empêchés de respirer, et ça s'est clairement vu pendant la rencontre. Il y a eu ce premier, on va dire, éclair de génie quand Hakim Ziyech tire ce coup franc, malheureusement refusé, mais on a vu que ça a mis beaucoup d'allant et ça les a encore plus motivés à aller faire la différence. Ce que j'ai bien aimé également, c'est le fait que à la 65e minute, quand Walid Regragui fait ses changements, il y a toujours 0-0, et il fait vraiment 4 changements pour apporter une dynamique supplémentaire et amener de la fraîcheur. C'est pas seulement faire des changements pour faire des changements. À partir de là, j'ai vu que le Maroc était vraiment encore plus en forme et en capacité à mettre en difficulté les Belges. Et après, une nouvelle fois, ça s'est joué sur un coup de pied arrêté, avec Sabiri qui tire à peu près dans la même zone que Ziyech, et Romain Saïs qui vient pareil gêner ou effleurer le ballon pour ouvrir le score. Et à la fin, voilà, un joueur qui pour moi a brillé et qui est vraiment monté en puissance par rapport au premier match, c'est Hakim Ziyech qu'on attendait, qui a vraiment pris la mesure et le poids de l'événement, et qui sur une dernière action comme ça, avec sa technique et ses qualités, prend le temps de contrôler le ballon, de prendre et de choisir la meilleure solution pour justement donner un caviar à Bouklal qui donne le 2-0. Et pour parler de ce deuxième buteur, c'est quelqu'un qui a beaucoup manqué, je pense, dans sa vivacité, dans son envie, un joueur qui brille déjà du côté de Toulouse, et il était absent au premier match pour une petite gêne. Et justement, t'avais fait rentrer Abdé, qui est peut-être pas forcément expérimenté, et là t'as tous tes joueurs qui sont présents. Donc franchement, honnêtement, un super résultat pour le Maroc, mérité, pas du tout une surprise pour moi. Et dernière phrase, on a vu Bouno qui devait être titularisé. Malheureusement, il avait subi un choc face à la Croatie. Ils ont essayé jusqu'au dernier moment, et le fait qu'ils soient en capacité d'être lucides et de dire je peux pas mettre mon remplaçant, c'est qu'il y a une confiance dans cette fratrie des Gaules. Et Mounir a fait de très très bons arrêts, a été très décisif pour le Maroc. Donc voilà, c'est un groupe qui travaille très très bien, et ils ont encore le destin entre leurs mains avant d'affronter le Canada, qui est d'ores et déjà éliminé. Oui. Alors sur le Maroc, assurant, peut-être pas.
oui, rassurant dans le sens où ils avaient déjà tenu en échec le vice-champion du monde, la Croatie, où ils avaient montré qu'ils étaient capables de tenir tête donc à cette équipe croate, même vieillissante, et qui restait quand même avec la Belgique le favori pour la qualification en 8e de ce groupe. Donc ils n'ont fait que confirmer les très bonnes impressions que nous avons eues lors du premier match face à la Croatie. C'est vrai qu'en face, ils avaient une équipe belge qui, depuis le dernier Euro, n'a pas vraiment brillé. Depuis 2018 et la demi-finale perdue contre la France, cette équipe est en train de vieillir, est en train de tomber. Elle ne progresse plus. Donc, ils ont fait un peu d'illusion lors du dernier Euro, mais rappelez-vous, de toute façon, cette victoire de la France 3-2 après être menée 2-0. Donc, c'est vrai que cette équipe de Belgique et son entraîneur, l'Espagnol Roberto Martinez, qui est assez conservateur dans le jeu et qui fait jouer des joueurs qui ne sont plus titulaires dans leur club. Je ne regarderai, je dirais pas le nom de Monsieur Hazard, qui je pense lui-même ne comprend pas pourquoi il est titulaire avec la Belgique et donc pas surpris de performances du Maroc, qui est très bien positionné pour pouvoir se qualifier, voire même premier du groupe, sachant, comme a dit Abdel, qu'effectivement lors du 3e match ils vont affronter une équipe déjà éliminée qui est le Canada, qui est assuré d'être participant lors de la prochaine Coupe du Monde, puisque il va être l'un des 3 pays qui l'organise. Donc on peut assister vraiment à une grosse surprise, c'est-à-dire pas un Maroc qualifié, mais un Maroc premier du groupe. Et ça a un avantage, c'est que un Maroc premier du groupe éviterait de jouer en 8e face à l'Espagne, qui est a priori amenée à terminer aussi première de son groupe. Donc, mais ça, on verra dans quelques jours, effectivement, comment ça va se passer au niveau des croisements. Par contre, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Abdel. C'est sur l'affaire Bono. Et pourquoi? Parce que il a attendu la dernière seconde, et quand je dis la dernière seconde, c'est la dernière seconde, pour se rendre compte qu'il avait des vertiges. Excuse-moi, depuis au moins 1 heure avant, dans le vestiaire, il aurait pu dire je suis pas très bien. Donc je peux comprendre qu'il essaye de tenir jusqu'à la fin et d'aller défendre la cage du Maroc, mais il a mis quand même en difficulté l'équipe marocaine, et il a mis en difficulté le 2e gardien, Mounir, tout simplement parce que le poste des gardiens est un poste très particulier. Vous avez besoin de concentration, et c'est pour ça qu'aux gardiens notamment on leur dit souvent 48 heures à l'avance, c'est toi qui vas être le gardien titulaire. Et là il l'a appris tout d'un coup, et si vous avez regardé les images, quand on lui annonce qu'il va remplacer au pied levé Bono, là, il fait vraiment une tête de ne rien comprendre, parce que là, tout de suite, il s'est rendu compte de la responsabilité énorme qui tombait sur lui. Boula, allez, avant de passer au Cameroun et au Ghana. Déjà, je félicite Walid Regragui qui a pris cette équipe depuis pas longtemps. C'est pas évident pour un coach comme ça d'arriver et coacher une équipe internationale. Déjà, je le félicite. On sent que... Vaïd aussi, il faut le féliciter. Non, Vaïd a qualifié le Maroc, l'a construit. Quand même, tu peux pas aussi. Mais il n'est pas là. Bah oui, mais Regragui, chapeau, et respect à lui. Non, mais si tu veux parler de Vaïd, il a eu un problème avec le Japon, il a un problème avec le Maroc. Il n'y a pas de problème, mais je le félicite aussi. Non, mais tu peux le féliciter, mais on n'est pas là pour féliciter, on est là. Comme Deschamps, quand il avait pris l'Olympique de Marseille, on allait féliciter aussi Guéret. Eh oui, quand même. Là, on félicite un gars, c'est pas évident pour lui quand même de prendre une équipe nationale. Et tu as bien raison, Moula. La Coupe du Monde. Tu as bien raison. Alors, bravo, monsieur Regragui. Déjà, il a fait part de récupérer des joueurs qui devaient même pas être là, Et moi, je trouve que il y a une personne qu'on oublie, c'est pour moi c'est le meilleur joueur belge, et c'est un des meilleurs milieux offensifs au monde. De Bruyne, voilà. Moi, je pense que De Bruyne, il a tout dit, il a tout compris. Je pense que là, l'entraîneur, je pense qu'il a plus rien à foutre, il a plus rien à faire avec l'équipe belge. Je pense que lui, comme il dit José, je pense qu'il est dépassé. Tu prends un mec comme
Eden Hazard, tu sens que physiquement il est plus au top, c'est plus le Eden Hazard qu'on a connu. Moi j'estime que le taulier de l'équipe, le patron de l'équipe, je pense que l'entraîneur belge n'a pas fait une équipe autour de De Bruyne. Et De Bruyne, pour moi, il a bien dit qu'on n'a pas une équipe à jouer vraiment des gros matchs de compétition. Maintenant, il s'avérait pour les gardiens de but, Walid, il a prévenu le gardien, il lui a dit jusqu'à la dernière minute. Et quand tu me dis si le gardien il se sent pas, normalement tu fais toujours des essais, même pendant les échauffements, tout ça, il a vu qu'il était pas bien. Maintenant, le joueur international, quand tu joues des Coupes du Monde et que tu fais partie d'un groupe, je pense que il doit être prêt à 140% pour remplacer. Et ça, c'est le haut niveau. Alors, je pense que la preuve, il nous fait un gros match. Alors, il est d'accord avec toi, le réalisateur Anthony. Oui, il fait un gros match. Et ça joue sur des détails, le football. Oui, bien sûr, c'est pas faux. Malgré ça, on enchaîne. Malgré ça, cette qualif, elle est due à un groupe de qualité, un groupe que Walid on est d'accord. a redémarré. Et tant pis pour Vaïd, parce que c'est vrai que quelque part, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Et le courant ne passait plus au niveau psychologie. Alors, ils ont préféré changer de coach. Là, on poursuit avec toi, Abdel, rapidement, avant de donner la parole à concernant le Maroc, juste outre la solidité défensive qu'ils ont affichée déjà lors du premier match et hier, on avait vu une entente, même s'ils jouent pas dans la même zone entre Ziyech et Bouffal, on savait pas trop qui pouvait être justement le leader offensif. Contre la Croatie, ça a été un match super compliqué de la part des deux, et au final on voit que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice sur le match d'hier. On a vu un Sofiane Bouffal qui est clairement en jambes, qui a fait d'énormes différences, qui a joué super libéré, et ça j'ai trouvé que c'était super important pour un joueur qui avec son club du côté d'Angers ne passe pas la meilleure des saisons, et un Ziyech qui était peut-être pas sous pression, mais qui avait tellement d'attentes autour de lui, surtout dans la manière dont il est revenu en sélection, peut-être pas de la manière la plus sportive entre guillemets, et qui justement porte un peu le poids de l'équipe offensive quand tu sais qu'un mec comme En-Nesyri n'arrive pas à marquer. Et au final, hier, on l'a senti super libéré, Hakim Ziyech, super en forme, et aussi là on l'attend. C'est pas forcément pour créer ce collectif et ce lien avec l'équipe, même s'il est important. On l'attend pour faire des différences, d'avoir ce côté un peu aussi individualiste à certains moments, qui fait que ça peut décanter une situation, et il l'a fait sur un coup de pied arrêté, sur se créer des fautes. Donc c'est pas mal du tout, et pour dire que les deux peuvent très bien se compléter, qu'il n'y a pas forcément l'un sans l'autre qui peut être meilleur. Allez, on termine avec toi concernant les Marocains face à la Belgique. Du collectif marocain, je vais vous parler juste de petites infos sur le collectif belge. Juste avant le mondial, quelques jours avant, De Bruyne qui va donner un interview à The Guardian, et on lui pose la question: vous êtes des candidats pour gagner la Coupe du Monde? Et lui, il nous sort la réponse: ah bah non, on est trop vieux pour être champion du monde. Et ça, c'est juste quelques jours avant le mondial. Il y a eu quand même une réponse du tac au tac de l'un des défenseurs de l'équipe belge, qui répond aussi dans la presse: et si on ne marque pas, c'est peut-être parce que nos attaquants sont aussi trop vieux. Donc bonjour l'ambiance dans cette équipe belge, qui ne comprend pas la compo des équipes et qui ne sont pas du tout en confiance. Ils voient effectivement que depuis le mondial 2018, ils sont en train effectivement vers la pente descendante. Mais ça montre une différence. Pardon, excuse-moi. C'est courageux de la part de. Moi, je trouve que c'est très courageux. Il sait qu'il y a un public belge. Il répond à des critiques qu'il connaît bien son métier, je pense que c'est le mec, c'est un des joueurs qui est un des joueurs belges, et c'est un des joueurs mondiaux, que quand il s'exprime comme ça, il sait très bien. La preuve, tu le vois bien. Mais pour moi, le responsable, c'est pas De Bruyne, c'est pas la faiblesse de l'équipe. Pour moi, le responsable, ça fait 2-3 ans qu'ils gardent le même entraîneur. Ils ont échoué. Ils avaient fait des super matchs. Pour moi, quand il échoue contre la France, je pense qu'il doit partir. Alors, vous allez voir Henry peut-être arriver.
Si je peux. Pourquoi pas? Écoute, Rapidement, Abdel, on a une info à donner. Elle est pas mal en plus, cette info-là. Non, mais sur la différence un peu de mouvement entre l'ancienne et la nouvelle génération. Ouais. T'as Onana au milieu de terrain qui te dit que c'est la dernière pour bon nombre de ses coéquipiers, que la mentalité dans laquelle il faut aller au Qatar, c'est pour la gagner, que il joue limite avec des idoles qu'il a vues à la télé. Au final, un mec qui est censé être ton leader, il arrive à avoir des déclarations comme ça. C'est pas forcément bonne ambiance, c'est pas forcément un bon mix entre les anciens et les jeunes. C'est vrai. Allez, un petit détail qui est important. Avant de passer à l'Allemagne, les joueurs de qualité, les Belges marocains qui ont de trucs. Il n'y a pas beaucoup de ces joueurs-là qui jouent au Maroc au niveau des jeunes dans l'équipe nationale de Belgique aussi, hein. Parce que j'ai vu un petit peu l'ambiance un peu après le match en Belgique. C'était pas terrible. Oui, mais c'était pas terrible. Mais il y a toujours, alors, dans cette agressivité, dans cette violence et dans son truc, je sais pas, ils ont besoin qu'on les respecte, ils ont besoin qu'on il y a toujours comme nous comme les franco-algériens, c'est pareil, tu vois, on est là carrément. Carrément. Ouais. Après on peut pas justifier la violence. Boula, mais oui, mais non, Boula. Un psychologue, tu vois ce qui va très bien. Justifie pas. Voilà, on va reparler. Tu vas comprendre la situation on va reparler avec le psychologue, des franco-algériens ou des spécialistes du sport, Boula. Peut-être à un moment donné, derrière ça, ils veulent plus d'intégration, ils veulent plus. Il y aura peut-être 1 ou 3 Marocains dans l'équipe nationale belge. En ce début de semaine, voilà, Boula qui sort des terrains pour encore draguer la politicosphère. Mais on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup, ce Boula. Mais oui, le 01 53 48 3000. Je me trompe peut-être, mais bon. Mais non, mais Boula, on sait pas. Derrière des situations comme ça, on sait pas. On appelle ça le pourquoi du comment. Voilà, et pourquoi du comment, faut analyser tout ça. Allez, on a Toto Bellozzo qui passe le bonjour à Boula et à toute l'équipe de Tam Sport. Et aussi une petite annonce concernant Youth Project. Youth Project qui présente justement le Women's League, tournoi de futsal féminin. Eh oui, c'est de 14 à 18 ans. Ça se passera, chers auditeurs et auditrices, le samedi 17 décembre au gymnase du Nest à Champs-sur-Marne de 12h30 à 22h. 450 € de lot pour l'équipe gagnante, 10 € par joueuse et le repas qui est offert. Voilà, pour tout renseignement, vous pouvez vous renseigner notamment sur les réseaux sociaux avec Youth Project. Et aussi, on rappelle le partenaire quand même de marque qui est le Décathlon de Croissy-Beaubourg. Voilà, un magnifique tournoi. On parle déjà que des tournois d'hommes, mais là c'est un tournoi en futsal concernant le monde féminin. Voilà, oui, avec toi. C'est un tournoi qui est organisé justement par des jeunes de. C'est ça. Que des jeunes. Mais vraiment. 16, 17 ans. C'est ça. Bravo pour l'initiative. C'est important de louer ce genre d'initiative parce que pensez que c'est des adultes ou quoi, mais ils créent les moyens de faire un tournoi. Ils se donnent la possibilité, donc. Faut pas hésiter à les soutenir. Voilà, on le rappelle, c'est du côté de Champs-sur-Marne. Ça sera le samedi 17 décembre. On essaiera d'avoir aussi l'équipe de Youth Project sur l'antenne de Beurre FM pour revenir concernant la planète football, mais pas que le football masculin, mais féminin de 14 à 18 ans. Ça se passera le 17 décembre, voilà, du côté du gymnase du Nest. On le rappellera, on donnera toutes les infos. C'est promis pour vous, chères auditrices et auditeurs. On va passer à l'Espagne concernant l'Allemagne. Alors, on y va. Time Sport. La parole des sociaux. On en parle rapidement, Anthony, le réalisateur, tranquillement, et après on reviendra de suite après la pause pour enchaîner sur le Cameroun et les nations africaines avec le Ghana. Le groupe E, Juan José, je me retourne vers toi, l'Espagne, donc, qui l'emporte pas, match nul face au Kaiser qui est la Mannschaft, l'Allemagne, un but partout. On croyait que l'Espagne allait dérouler, tout comme peut-être Abdel ou Boula, mais non, les Allemands sont bien là. Il faut compter sur les Allemands, c'est le débat du jour. Le 01 53 48 3000, l'Allemagne n'est pas morte, Juan José. Non, elle n'est pas morte. L'Espagne a déroulé son jeu. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut savoir, c'est certainement l'un des meilleurs matchs, sinon le meilleur match au niveau de l'intensité. On a appris hier 3 choses essentielles dans le football. Quand vous avez la qualité technique, je pense que l'Espagne l'a démontré. Je pense qu'aussi l'a démontré l'équipe allemande, peut-être à un moindre niveau que l'Espagne, mais il y avait la qualité technique, il y avait une grande qualité tactique, que ça soit du côté des Espagnols, mais aussi du côté des Allemands, qui ont su tenir cette attaque
attaque espagnole qui ont su garder une défense, des lignes très fermées justement pour essayer d'éviter de débloquer, l'Espagne puisse développer les jeux. Et puis bien sûr, il y a un troisième facteur, c'était la qualité physique. Ça, le rythme a été infernal tout au long du match, ça allait très vite. Et puis quand même un chiffre intéressant à la fin de la première mi-temps, le nombre de passes réussies par l'Espagne était de 85-86%. Le nombre de passes réussies par l'Allemagne était de 82-83%. Pour vous dire à quel point les jeux étaient justes entre ces deux équipes. Après, forcément, la deuxième mi-temps, il y a eu le but espagnol. Est-ce qu'il y a eu, comme d'habitude pour l'Espagne, l'effet pervers de faire que cette équipe commence à décompresser avant la fin du match? Ça m'a rappelé cette France que vous connaissez tous et qui perdait toujours ses matchs lors des 10 dernières minutes. L'Espagne fait pareil. Elle perd ses matchs ou elle fait match nul lors des 10 dernières minutes. C'est là où les Allemands ont montré sa qualité physique, justement, en tenant l'Espagne en échec. Alors, aujourd'hui, la réalité, c'est que, comme tu l'as dit, l'Allemagne n'est pas morte. Pour qu'elle puisse se qualifier, elle doit forcément gagner face au Costa Rica. Mais au-delà de ça, surtout, il faut que l'Espagne batte le Japon. Parce que tout autre résultat qu'une victoire de l'Espagne éliminerait l'Allemagne, une Allemagne qui serait éliminée pour la deuxième fois consécutive dans 2 mondiales, 2018 lors de la première phase, 2018, 2022. Donc voilà un match intense, très intéressant, où on apprend des choses. On va revenir, Juan José, sur ce match-là. Voilà. Et aussi ces deux nations, c'est promis. On va marquer d'une courte pause. On va revenir avec Juan et aussi avec Abdel. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et nous sommes ensemble, excusez-moi, chers auditeurs et auditrices. Et oui, désolé, Juan José, j'avais la tête sur ce match-là, on le rappelle, entre le Portugal et l'Uruguay. Et oui, c'est ce fameux match qui nous fait aimer le football. Il a commencé depuis 20h dans ce groupe H et toujours 0 partout. On va revenir sur le match de ce week-end qui opposait d'hier soir, un grand match là aussi, c'était les Espagnols face à l'Allemagne. On y va. Time Sport, la parole des sociaux. Il avait enchaîné en ce début de sujet, Juan José, on va te donner la parole, Abdel, et aussi, sans oublier, Boula, notre consultant. Espagne, Allemagne, un but partout hier soir dans ce fameux groupe E. Ouais, une équipe d'Espagne qui a quand même joué son jeu, comme d'habitude, plein de circulation, la possession, capable de créer des décalages parce qu'ils arrivent à fatiguer les adversaires. Je trouve que c'est malgré le fait qu'ils sont un petit peu éteints sur la deuxième période, je trouve que avoir mis en place et récité ce qu'ils ont pu faire contre le Costa Rica, c'est super intéressant face à une opposition plus forte. En revanche, pour terminer sur l'équipe d'Espagne, c'est vrai que on joue 109 dans cette équipe et au final c'est l'entrant Morata qui marque, donc potentiellement ça montre aussi que il y a de la ressource et que tout le monde est concerné. Et aussi encore un énorme match de Pedri qui pour moi monte en grade et surtout s'impose et est en train d'acquérir le niveau international. Maintenant pour parler un petit peu de l'Allemagne, je suis vraiment déçu tout d'abord par le coach Hansi Flick qui pour moi allait arriver avec cette mentalité allemande, cette mentalité bavaroise qu'il avait mis au sein du Bayern Munich. Je le trouve vraiment très, si je peux dire ça, tendre. Je le vois très en difficulté dans ses choix. On parlait des changements pour le match précédent. J'ai l'impression qu'il fait des changements pour faire des changements et qu'il n'y a pas de réelle plus-value. Hier aussi, il a tenté l'expérience de jouer sans numéro 9 qui n'a pas été forcément concluante. Donc j'ai trouvé l'Allemagne déjà en grosse difficulté face au Japon alors que j'attendais un tout autre résultat. Hier, certes, il y a un retour d'orgueil, on va dire, avec le but inscrit par le joueur du Werder de Brême, qui est pas non plus une star mais qui est un numéro 9 et qui peut faire du bien justement à cette équipe Allemagne avec cette deuxième buteur quand même de la Bundesliga. Exactement. Donc c'est très très impressionnant. Maintenant, voilà, c'est plus les jeunes pépites, les jeunes joueurs qui ont brillé. Hier, on voit Jamal Musiala qui fait un
un top match, qui s'est livré un super duel justement avec Pedri. Mais franchement, si l'Allemagne venait à sortir, comme le disait si bien Juan avant la pub, ce serait une catastrophe pour moi. Il faudrait peut-être revoir un autre cycle et le créer différemment plutôt que de seulement empiler les joueurs et de changer de coach. Il faut vraiment peut-être une mentalité changeante du côté de la Mannschaft. Donc voilà, faudra suivre ça lors de la dernière rencontre face au Costa Rica. On va suivre ça de près. Qui a montré un meilleur visage que le 7-0 qu'ils ont encaissé. Donc cette Coupe du Monde, elle est un peu traître. Ouais. Chacun peut être surpris. Oula, on t'écoute alors ce match-là. Moi, il y a un entraîneur que je peux féliciter, l'entraîneur de l'équipe d'Espagne. Je pense qu'il a une philosophie de football avec la fédération espagnole. Je pense que cette philosophie, la fédé espagnole lui fait entièrement confiance. Il se prive de certains joueurs d'expérience, mais la qualité de jeu et la qualité des joueurs, et c'est pour ça que l'équipe d'Allemagne, il y a un gros problème. Le temps que Fricks, l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne, met ça en place, il vient d'arriver, pour mettre ça en place, je pense que Juan José, ça fait combien de temps que l'entraîneur de l'équipe d'Espagne, il est en poste? Bon, et il a été en poste en 2 périodes, hein, puisque vous savez qu'il a dû démissionner pour suivre la maladie de sa fille, mais il a récupéré l'équipe d'Espagne juste après le mondial 2018. Ben voilà, tu vois, et je suis content parce que bon, Juan Carlos, il est mieux le placé. Ouais, c'est pas Juan Carlos ouais, si tu veux, vas-y, c'est notre roi. Ouais, Juan Carlos. C'était l'hôtel quand j'allais à Madrid. Rappelle à Madrid. Sacré boula, voilà. Ce soir, on est avec le roi d'Espagne. On n'était pas ensemble, hein. Ah, boula, quand même, mais non. Non, mais à l'époque, c'est quand j'avais fait un LK à Madrid. À Madrid. Ouais. Voilà. Et moi, je pense que tu connais bien le football espagnol. J'ai un respect du football espagnol au niveau qualité de footballeur, qualité de jeu. Et là, tu sens que ils ont dominé la situation contre les Allemands. Mais les Allemands, ils sont pas prêts comme les Espagnols. Comme Juan José, tu m'as pas répondu. Ça fait combien de temps que on dit ça fait combien de temps? Donc ça va faire pratiquement 4 ans. Pratiquement 4 ans. Voilà, pour mettre en place pour mettre une qualité de jeu et une qualité de football, ce qui nous font voir les Espagnols comme à l'époque du Barça ou à l'époque du Real de Madrid où il y a la qualité de jeu, et c'est ça qui nous fait aimer le football, c'est cette qualité de jeu. Et c'est l'équipe d'Espagne, ils font partie aujourd'hui, elle fait partie des meilleures équipes au monde dans la qualité des joueurs, dans ça a toujours travaillé la technique. Ils ont pas besoin des grands athlétiques pour faire du football. Ils jouent pas la gade, ils sont dans une philosophie de jeu. Et je trouve que tu vois Mourinho pareil, tu vois tous ces entraîneurs espagnols, ils ont ce côté football que tout le monde aime. Alors aujourd'hui, les Allemands, ils sont ils sont en reconstruction d'une équipe comme à l'époque de leur coach allemand, qui était resté pendant 10 années. Et ce qui est bien, c'est que les fédérations, la fédé espagnole et la fédé allemande, ils ont cette qualité de laisser grandir l'équipe à un entraîneur ou qui lui font confiance. Mais ne peut pas changer. On termine avec Abdel. Intéressant, Boula. On termine avec Abdel et retrocé rapidement. Je comprends sur la durée ce que dit Boula, mais le fait que Luis Enrique arrive avec un 11 à consonance quand même assez catalane, assez barcelonaise, c'est vrai que ça peut lui servir, mais à contrario, Hansi Flick, il arrive aussi avec un 11 à consonance bavaroise, avec des joueurs qu'il a quittés il y a pas si longtemps que ça. Donc moi, ce que j'ai pas compris, c'est le fait qu'il arrive pas à retrouver cette aisance et la manière dont il arrivait à faire évoluer certains joueurs qu'il avait en club. Après, on peut me dire oui, la sélection et le club, c'est pas du tout la même chose, mais quand tu as une grosse ossature, je comprends pas comment, avec des joueurs notamment de qualité supplémentaire, ça arrive pas forcément à matcher, parce que je trouve que depuis son arrivée, justement, il y a beaucoup de déboires. Parce que ils font match nul contre l'Espagne, mais l'Espagne, ils ont rencontré en Ligue des Nations, ils se sont pris une vraie gifle. Donc c'est pas quelque chose qui arrive souvent avec l'Allemagne. Et là, je les trouve pas vraiment tueurs, je les trouve pas vraiment méchants comme on l'a pu le voir à l'époque, comme Zeboula avec Joachim Löw qui faisait du très bon travail. Donc c'est une équipe qui est pour moi en difficulté, alors qu'elle a toutes ses armes toutes ses forces en présence. On termine. Juste Espagne, Allemagne. Avant de rejoindre les nations africaines. Comme ça, on va peut-être comprendre mieux. L'Espagne n'a jamais perdu en compétition officielle face à l'Allemagne depuis 88.
Depuis l'Euro 88, ça fait 34 ans que l'Espagne ne perd pas en match officiel, je parle. Tu fais bien de le rappeler. Tu as parlé du Barça. Il y a 9 joueurs du Barça sur les 26 qui ont été convoqués, et notamment le milieu des terrains qui est entièrement du Barça. Et je vais vous faire remarquer que Gabi, Pedri sont encadrés par Busquets, qui était celui qui est encadré entre guillemets Iniesta et Xavi qui entraîne Gabi et Pedri aujourd'hui avec Luis Enrique. Et puis, quand même, vous signalez que Luis Enrique a déjà signalé que Busquets ne jouera pas le match face au Japon parce qu'il faut le préserver. Pour lui, c'est la pièce essentielle de cette équipe espagnole. Donc, il va pas jouer ce match. Et puis, une dernière info quand même, l'Espagne est qualifiée et donc pratiquement première du groupe avec tout simplement un match nul, ce qui ferait aussi que l'Allemagne sera donc éliminée. Par contre, aïe, ça c'est chaud là. Je voulais juste mon chef demander, sortira. Est-ce que Ramos, le problème de Ramos avec l'équipe d'Espagne, je pense que c'est un joueur. Est-ce que tu penses pour toi que c'est un joueur qui aurait dû être... Il n'est pas là. Oui. La réalité est que pour moi, le problème de Ramos est le même problème que celui de Fekir avec l'équipe de France. C'est-à-dire que pour l'entraîneur, ils ont fait leur temps avec l'équipe nationale. Et donc, même s'ils sont en très bonne forme, ils ont arrivé à un stade pour leur entraîneur, pour les sélectionneurs, qui fait que ils n'ont plus confiance en eux, tout simplement parce que eux, ce n'est pas l'avenir de l'équipe. Oui, mais ils sont le passé. Je suis d'accord avec toi quand tu parles de l'avenir. Mais vu comme ça, le gros match qu'ils font contre quand tu vois le gros match qu'ils font contre l'Allemagne, je pense que si Ramos il est là avec son était là, aurait pu le déclencher, débloquer. Je termine avec ça. On termine tu as raison, avec l'Espagne et l'Allemagne. Dans le sens où, quand on voit les deux compos espagnols face à Costa Rica et face à l'Allemagne, vous remarquerez que dans l'axe de la défense, il a mis Rodrigo, qui est un milieu de terrain, qui n'a jamais joué avec l'Espagne dans l'axe de la défense. Il l'a fait quelques fois avec Guardiola à City, mais qui n'avait jamais joué. Alors, il faut se poser la question, comment tu fais pour amener 4 défenseurs centraux et tu mets un milieu de terrain en défenseur central. Merci Juan José. On termine Boula. Entre parenthèses, ils n'ont pas le même âge, Fekir et... C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Tu peux, parce que allez Boula. On termine avec l'Espagne et l'Allemagne. Place aux nations africaines. Time Sport, le mode pressing. 3 buts partout, c'était le match de 11h, Boula, en ce lundi 28 novembre, on le rappelle, dans ce fameux groupe G, c'était la deuxième journée. Les Camerounais face à la Serbie, justement, il y en a eu des buts, hein, le Cameroun qui se réveille, donc Abdel. Ouais, le Cameroun qui se réveille, mais malheureusement qui n'arrive pas à toujours engranger ses 3 premiers points dans la compétition, malgré le fait que Castelletto ait ouvert le score. On a retrouvé un Cameroun comme on a pu le voir en deuxième mi-temps face à la Suisse, un peu endormi, un peu amorphe. Prendre des buts comme ils prennent, pour moi, c'est un peu inadmissible, et c'est aussi le problème des nations africaines qui n'arrivent pas justement à être assez disciplinées, assez disciplinées défensivement, quand on sait que pourtant, je comptais notamment sur le fait que Rigobert Song soit l'entraîneur, soit une légende, et soit aussi un ancien joueur à ce poste pour peut-être régler quelques lacunes. Ça a manqué vraiment d'agressivité et de détermination. Tu prends un but sur un coup franc qui a 40 mètres, une balle qui flotte. Le troisième but, c'est ils sont en train de faire un taureau dans la surface de réparation. Donc t'as l'impression que il y a beaucoup trop d'embrouilles, hein. On a André Onana écarté pour des raisons disciplinaires aussi, hein. T'as l'impression que finalement ils étaient pas dedans. Après oui, et Passy qui est le remplaçant d'Onana n'est pas forcément fautif sur les 3 buts, mais c'est pas forcément la meilleure des préparations pour lui. Quand bien même on peut faire des tests, on peut être au courant avant. Maintenant, à la différence, et je reviens encore une 3e fois sur le coaching, Rigobert Song, là où face à la Suisse, il a été très timide, a changé poste pour poste. Il est parti au combat avec Aboubakar et Choupo-Moting, là où il en avait laissé qu'un seul face à la Suisse. Et au final, il y a un but d'Aboubacar qui est quand même assez somptueux, plus une passe D pour Choupo-Moting qui leur permet de revenir à 3 toits et de rester en vie justement dans ce dernier match face au Brésil, malgré le fait que ça va être super super compliqué. Mais je trouve que voilà, offensivement, il y avait énormément de qualité, de potentiel côté camerounais. Et là, mes craintes que j'avais en début de compétition, elles se sont affichées, parce que j'ai trouvé défensivement le Cameroun
pas faible, mais qui fait des erreurs grossières et grotesques pour justement jouer dans un top groupe comme celui où ils sont. Et voilà, malheureusement, ça va être très très chaud, même si le Brésil a gagné ces deux matchs. Face à la Suisse, on va revenir. Et ils vont justement avoir une équipe un peu plus légère. Ouais. C'est vrai, retrousser avec Boula, les Camerounais avant de parler du Ghana. Sur le Cameroun, c'est l'une des équipes des 20 dernières années la plus faible que j'ai pu connue dans le côté compact, physique. Ils avaient dans tous les compartiments, ils avaient ce côté où physiquement ils étaient au-dessus du football africain. Et aujourd'hui, ça n'a pas la qualité du joueur de Cameroun. Et en plus de ça, quand tu parles de Rigobert Song, c'est pas quelqu'un qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Ouais. Quand tu as le président qui l'appelle et qui lui demande non, faut prendre lui. C'est vrai il est dans une situation qui n'est pas évidente. On lui donne pas les clés comme on a donné les clés à Aliou Cissé avec le Sénégal. Et tu penses que voilà, c'est ça le problème des coachs. Que Walid, on lui donne tous les pouvoirs. Aliou Cissé, on lui donne tous les pouvoirs. Ben Madi, on lui donne tous les pouvoirs à l'équipe d'Algérie. Mais Rigobert, c'est pas la même chose. Boula, c'est très intéressant. On va revenir après la pause parce qu'on doit marquer d'une dernière pause avant de revenir sur le Cameroun encore une fois et sans oublier le Ghana, l'équipe de France avec le Brésil. Time Sport revient dans un instant. 19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM. En ce lundi soir, toujours ensemble, 20h40, toujours là avec vous, chères auditrices et auditeurs de Beurre FM, votre radio préférée. On nous écoute du côté de Toulouse, le 96.9. Sans oublier les Stéphanois, le 94.3 en live. Avant d'accueillir Vanessa, 21h, 23h sur l'antenne de Beurre FM, rien que pour vous, chers auditeurs. On a parlé justement du Cameroun. On va s'attarder cette fois-ci sur le Ghana. On y va. Time Sport, le mode pressing. Et là, c'est chaud ce match, 40e minute de jeu. On le rappelle, le Portugal qui rencontre donc l'Uruguay dans ce groupe H. Deuxième journée. Le match a commencé depuis 20h, heure française. On a parlé cette fois-ci du Cameroun et de son 3-partout face à la Serbie. Grandement supporté par les pays de l'Est, la Serbie. Le match a eu lieu sur ce groupe G à 11h ce matin. Et c'est vrai qu'on a eu en ce début d'après-midi le Corée du Sud face au Ghana, cette nation africaine dans le groupe H. Et ben là, le Ghana a frappé fort là aussi. Voilà, 3-2, Juan José. Oui, 3-2. Donc le Ghana qui est abonné donc au résultat des 3-2. Malheureusement pour le Ghana, le premier résultat c'était une défaite pour eux. Ils sont quand même bien placés pour pouvoir se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils vont rencontrer l'Uruguay, qui sont pour l'instant encore l'Uruguay. Voilà. Malheureusement pour les Ghanéens. Pour eux, il est important de voir ce qui se passe ce soir. En fait, le plus important pour eux, ça serait effectivement que le Portugal gagne ce match et que l'Uruguay effectivement soit contre le mur justement lors de cette rencontre face au Ghana. Alors c'est certainement l'une des équipes qui me plaît le plus côté africain. Moi, je suis pas beaucoup aimé les prestations du Cameroun, mais je suis comme Abdel, il s'est très bien expliqué. Mais cette équipe de Ghana a montré au moins une chose, c'est sa capacité à marquer. Donc 2 buts lors du premier match, 3 lors de ce deuxième match, mais il a montré aussi les faiblesses de sa défense. Donc il y a quand même ce pour et contre cette équipe du Ghana qui peut faire rêver, mais qui peut être aussi la source d'une grosse calamité parce que parfois elle oublie de jouer au football. Ouais, pour rebondir sur ce que dit Juan, c'est vrai que c'est des matchs qui sont plaisants à voir, surtout que certes le Ghana était présent, mais ils ont eu une très belle opposition de la part de la Corée qui techniquement a été vraiment très très propre. Malheureusement, c'est vrai que tu arrives à mettre 2 buts, tu dois être en sécurité, tu dois pouvoir mettre la gestion et toi gérer le tempo. Au final, t'arrives pas et tu te fais prendre sur 2 buts dans le domaine aérien. Quand tu vois la différence de gabarit, de taille, oui. La différence de gabarit entre les Ghanéens et les Coréens, tu vois que c'est une Coupe du Monde et que ça joue à la détermination. Malheureusement, tu peux te faire peur et au final, il y a quand même un sentiment dans cette équipe ghanéenne où on voit qu'ils ont été beaucoup moins craintifs
face au Portugal, où ils avaient joué déjà avec 5 défenseurs, avec des joueurs pas forcément à leur poste. Aujourd'hui, c'était vraiment un 4-2-3-1 porté vers l'offensive pour justement mettre beaucoup de courses, mettre beaucoup de vitesse devant. Et ça s'est répandu par justement ce doublé de Mohamed Kudus. Mohamed Kudus qui je devais présenter la semaine dernière, mais j'avais préféré présenter l'ailier du Canada. Mais franchement, ça a été un super match plaisant à voir. Et là où je trouve encore une fois, peut-être que les gens vont me prendre pour un fou, mais je parle encore du coaching. Allez, vas-y, sois fou. Alexandre Djikou, qui était titulaire face au Portugal, avait perdu sa place. Il est rentré pendant 15 minutes, déterminé. Il était prêt à jouer et surtout, il a coupé toutes les trajectoires pendant 15 minutes. Il a été concerné. Et ça montre encore une fois que au premier match, même si les performances n'ont pas été fabuleuses, il y avait quand même cette crainte, peut-être cette appréhension, et que là, au final, tu rentres, tu te dis potentiellement que, en fait, si on se donne à fond à 3000%, on est capable de manger tout le monde et de faire, de montrer un meilleur visage. Et c'est ce qui s'est produit. Donc voilà, à l'heure actuelle, le Ghana montre de très belles choses, et comme on le disait tout à l'heure avec le match de l'Uruguay, qui sera le 3e match, et ben ils ont toutes les cartes en main pour pouvoir aller chercher ces 8e de finale une nouvelle fois comme il avait fait auparavant. Moi il y a un joueur que je tiens à féliciter, et je pense que c'est la mentalité de l'équipe nationale du Ghana, et je pense que c'est le bout en train du Ghana, c'est André Ayou, que j'ai connu à Marseille, qui a toujours été au top physiquement, qui s'est toujours tapé, qui s'est toujours dépouillé. Et quand je vois ces matchs depuis Marseille, et quand je vois, même quand je le vois sortir, et je vois la mentalité qu'il a, tu sens que cette équipe ghanéenne dégage une mentalité de gagneur, de travailleur, de bosseur. Et puis le football ghanéen, c'est quand même, il y a des joueurs qui sont exceptionnels, qui ont joué en Europe et qui nous ont fait plaisir, comme Michael Essien, que je connais aussi. Ouais, c'est pas mal le Ghana. Et bonne école de football. C'est pas un hasard que le football ghanéen a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, les footballeurs ghanéens, ils sont très sollicités en France ou en Europe. Et c'est là que je peux dire que c'est on vraiment... termine avec le Ghana, Aboula. Oui, moi j'ai juste, alors c'est anecdotique, mais moi j'aimerais voir marquer Iñaki Williams, qui est l'Espagnol du Ghana, puisque Iñaki Williams joue à l'Atlético de Bilbao. Il est espagnol, il est né en Espagne, il est des nationalités espagnoles, mais c'est vrai qu'il a préféré jouer avec le Ghana. De l'autre côté, Nico Williams, son petit frère, qui joue aussi à l'Atlético de Madrid, lui, il a décidé de jouer avec l'équipe d'Espagne, et d'ailleurs, il a été rappelé par Luis Enrique, et il est rentré lors du match face à la Costa Rica, et aussi face à l'Allemagne, et ça me rappelle quand même l'époque où Thiago Alcántara a préféré jouer avec l'Espagne, pendant que Rafinha a préféré jouer avec le Brésil. Voilà. Tu fais bien de le rappeler. Quand même, faut pas oublier. C'est bien de signaler ce joueur aussi que je connais pas, et c'est bien de signaler qu'il y a un travail de fait au Ghana, et que tous ces joueurs-là arrivent, bon, comme tu dis, il est né en Espagne, mais arrivent quand même à s'imposer. Puis ça, c'est une culture anglaise, le Ghana. Allez, très intéressant. On arrive à la fin de cette première mi-temps entre le Portugal et l'Uruguay. Toujours 0 partout, Boula, Juan José et Abdel. Et on va s'attarder cette fois-ci sur l'équipe de France. On va parler aussi, c'est promis, du Brésil rapidement. Time Sport, le mode pressing. On comprend, ouais, voilà, j'en perds mon latin, hein. Vraiment, on sait plus quoi penser concernant l'équipe de France et décisions de certains de nos confrères sur la presse européenne et aussi cette presse française. On nous annonce du côté de l'équipe que Karim Benzema est proche d'un retour à l'entraînement avec le Real Madrid. Et pourquoi pas avec l'équipe de France aussi, Juan José? Alors ça, c'est dans la théorie, effectivement. Ouais. Karim Benzema qui commence à s'entraîner avec le Real Madrid. Honda Madrid. Voilà. Et donc, s'il commence à s'entraîner avec le Real Madrid, techniquement, il est toujours sélectionné, il est toujours dans l'équipe de France, il pourrait théoriquement revenir en équipe de France. Alors, du côté de Madrid, on annonce qu'il n'a jamais été question qu'il puisse revenir en équipe de France parce que ça serait trop dangereux pour la blessure, qu'il a quand même séparé des terrains de jeu pendant plus d'un mois, puisqu'il n'avait pas joué avec le Real Madrid depuis le 19 octobre, et il n'a jamais joué avec l'équipe de France puisque il est rentré avant. Alors ça, c'est la théorie. Après,
c'est vrai que le fait de le rappeler, ça mettrait du désordre dans cette équipe de France à plusieurs niveaux. Déjà peut-être au niveau du vestiaire, puisque ces dernières 72 heures, on nous dit que le fait qu'il soit parti a libéré un certain nombre de joueurs qui sont beaucoup plus à l'aise. C'est des tracteurs peut-être aussi, en parlant des Giroud forcément, en parlant même des Mbappé et un tout petit peu moins de Griezmann, parce que libérer Griezmann, c'est tout simplement parce que c'est vrai que quand Benzema est là, Griezmann ne joue pas à la même position. Donc sportivement parlant, effectivement, ça a libéré peut-être Griezmann, mais ça mettrait aussi le doigt dans quelque chose d'important. Ça serait à se demander à quoi ça sert les staffs médicaux de l'équipe de France, parce que vous ne laissez pas partir un joueur parce qu'il est blessé pour le rappeler 10 jours après en disant voilà comme il a été. Mais non, ça serait complètement absurde, et ça dirait très peu de l'équipe de France et de la façon comment cette équipe de France gère justement les blessés. Faut-il rappeler que... Oui, mais elle a été critiquée justement. Son staff médical a été critiqué, Juan José. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un truc qu'il faut comprendre. Il y a un truc qu'il faut comprendre dans les joueurs de haut niveau international. Ils ont des staffs médicaux individuels. Parce que quand on dit il est parti à Madrid, il reprend à Madrid, faut que tu saches que le fascia qui travaille avec Zidane, le fasciathérapeute qui travaille avec Zidane, qui s'appelle Hamidou Messaidi, est-ce qu'il n'a pas été faire ses soins au niveau gestion, au niveau fascia, parce que c'est un problème musculaire pour au niveau de la récup, tout ça, et je sais qu'Hamidou, il a l'habitude de travailler là-dessus. Moi, je dirais plus, je pense qu'il n'y a pas de problème entre les joueurs et Karim. Je pense que c'est plus un problème médical et staff. T'as raison de souligner que le staff médical, je pense que Didier, c'est quelqu'un qui a une façon de fonctionner. Il a confiance en son médical. Chacun va pas ramener son staff médical en équipe nationale pour gérer son côté individuel. Non, mais alors, c'est particulier. Oui, mais tu fais venir un kiné qui va travailler avec toi. Est-ce que tu penses tu laisses pas partir le joueur à 5000 km? Est-ce que tu penses pas? Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un arrangement médical? Parce qu'il faut que tu saches que les radios, il les a fait à Spétard. Avec le staff médical. Je pense pas qu'il y ait d'arrangement. Non, mais à Spétard, non. Je te parle de Madrid. Non. Hamidou. Je sais pas s'il travaille en individuel avec lui, le petit Comorien qui travaille avec Zizou, et je sais que lui, c'est un gars qui travaille sur la fascia. Maintenant, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la presse, à un moment donné, ils se sont mêlés d'un truc qui les regarde pas. Ouais. Alors, ils se permettent de critiquer le meilleur joueur au monde, qui a le Ballon d'Or. Oui, mais le problème n'est pas là. Non, mais si. Ouais, la sortie de chez nos confrères de l'équipe, par l'ancien international. Mikou, à un moment donné. Joël Mikou. À un moment donné, Mikou, il commence à dire, ça joue mieux sur, pas Mikou, mais, Dave Apadou, il dit, ça joue mieux. Il a défendu Mikou. Mikou a défendu. Il a défendu Mikou. A défendu Benzema. C'est sûr, hein. Déjà, alors, quand on parle de l'équipe de France, déjà, on peut féliciter le groupe et Deschamps pour la qualif. Alors, et ce qui est bien, c'est la manière. Moi, je pense que la manière dont ils ont survolé le premier tour. Et puis, on aimerait que ça se poursuive en tout cas. Parce qu'on parle de Benzema, certes, mais il y a un groupe de qualité. Mais bien sûr. Qui est en train de grandir. Qui est là, son Benzema. Allez, avec Abdel. Je trouve que moi, ce que Deschamps a fait avec ce groupe, je trouve extraordinaire. Sur 2 matchs de. On est au début justement de l'aventure au Qatar, hein. Avec toi. Ouais, on t'écoute. C'est Abdel. Ce que t'autorises avec les employés, les employeurs. Toi, quand t'es avec un collectif, il y a des gens qui s'occupent de toi. Après, qu'est-ce que le club ou la sélection t'autorise à avoir comme soutien autour de toi? On parle de docteurs qui peuvent ne pas avoir, on dirait, le même diagnostic ou quoi. Donc c'est assez compliqué d'avoir plusieurs personnes dans ce domaine-là du côté de l'entourage. Après, oui, comme ça a été dit, ça arrive toujours dans des moments où au final ça se passe plutôt bien. La France a 6 points, a montré une grosse force de caractère. Donc je trouve que c'est un peu dommage de venir foutre un petit peu la zizanie dans ce groupe-là. Comme l'a dit Juan José, à l'instant T, on est quand même sur des plus ou moins une grosse rumeur plutôt que des affirmations. Et je trouve que malheureusement, malgré tout ce qu'on peut penser de Benzema, moi c'est un joueur que j'apprécie énormément, mais ça a été un très très bon joueur en club, il y a rien à dire, mais son histoire avec l'équipe de France, elle a jamais été toute rose dans le sens où même en termes de résultats ou en termes de performance.
Il a fait l'Euro 2008, ça s'est passé. Il était jeune, mais c'était difficile. Pas la Coupe du Monde 2010, Euro 2012. Assez compliqué. Peut-être que l'apogée entre guillemets, c'est soit la Coupe du Monde 2014, soit l'Euro 2021 qui fait. Même s'il y a une Ligue des Nations qui traîne par là, franchement, au final, ça aurait dû être un leader de cette équipe. Mais avec tout ce qui s'est passé autour de lui et ses performances quand il a été là, plutôt, faut englober tout ça avec Benzema. Donc, le fait de le voir revenir et se dire il va peut-être nous sauver ou quoi alors qu'on est en bonne posture, et comme l'a dit Boula, il y a un très bon groupe, un groupe de qualité avec certes des qualités différentes mais qui apportent quand même satisfaction. Ce serait manquer de respect à des joueurs qui sont là et qui cravachent depuis 2 matchs. Ouais, d'accord. Donc voilà, ces rumeurs, elles sont un peu embêtante, et surtout quand ça vient de la part de un ou deux joueurs qui appellent les copains journalistes pour créer du buzz alors que tout se passe bien en équipe de France. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, comme a dit Boula, l'équipe de France a réussi là où on l'attendait pas. On croyait qu'elle allait souffrir lors de ces mondiales. C'est vrai que ce n'est pas le groupe le plus puissant qu'il y a, mais c'est vrai qu'elle a montré du caractère et que Didier Deschamps a su concrétiser quelque chose qui était là, parce que la qualité individuelle, elle est là. Et surtout, il y a quand même, et il faut se féliciter, au-delà du fait malheureux de voir Lucas Hernandez blessé, qu'on a retrouvé un Rabiot à un niveau qu'on ne s'attendait pas. Même s'il est vrai que en Serie A, il était en train de faire une très belle saison. Surtout le fait qu'il est misé sur Ousmane Dembélé, parce que c'était pas si évident que ça de miser sur Ousmane Dembélé, et il a prouvé, Ousmane, qu'il avait sa place dans cette équipe de France. Et les bons Ousmane. La question est de savoir s'il va y avoir des changements lors du prochain match face à la Tunisie, le dernier. Il est clair que le milieu de terrain va changer. Ça a été plus ou moins annoncé. Moi, je me pose la question, notamment sur le cas Giroud. C'est que c'est logique que à 34-35 ans, il puisse être remplacé, mais je pense que Giroud va vouloir jouer parce que il a un record à battre. Alors, c'est celui de Thierry Henry. Et donc peut-être que un but déjà il est égalité avec lui. Par contre, j'ai un truc à dire sur rapidement, il nous reste une minute. On n'a pas eu le temps de parler de la Seleção aujourd'hui, parce qu'on parle de conflit, tout ça, mais il y a un truc que tu peux pas enlever à Kylian, c'est qu'il est toujours là. À l'âge qu'il a, il est toujours. On l'espère. On va voir s'il sera toujours là, Kylian. Non mais quand on dit, on critique, il est jaloux, bien sûr. Il a 23 ans, hein. Quand tu vois mentalement, et puis là, il est en train de taper, il va battre tous les records. Comme il est à 31 buts, là, il va battre tous les records, et même le record de la Coupe du Monde par rapport à Messi et Cristiano Ronaldo. Allez, merci. Boula, peut-être un mot avec vous trois concernant le Brésil face à la Suisse. Abdel, ce groupe G, le Brésil justement qualifié tout comme l'équipe de France. Hein. Le Brésil qui s'impose encore une fois, grâce à un gros match, grâce à un but de Casemiro qui avait été l'homme du match face à la Serbie déjà. Donc c'est peut-être pas celui-là qu'on attendait. En revanche, j'ai vu beaucoup de personnes dire que le Brésil les avait impressionnés lors du premier match. En regardant le match face à la Suisse, je me dis que une opposition plus forte que celle de la Serbie, et l'équipe du Brésil concède pas mal d'occasions et peut être mis en difficulté, même si un éclair de génie peut venir de la part des offensifs. Mais c'est pas une équipe forcément, certes ça reste un des favoris, mais attention à une équipe qui peut se faire punir si l'équipe adverse joue bien les coups. Voilà, un grand merci aussi à la réalisation avec Anthony qui a été avec nous, et nous on va vous laisser en compagnie, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, avec Vanessa qui arrive à 21h jusqu'à 23h, rien que pour vous. Un big up à Juan Trocé, à Boula, à toi aussi Abdel, sans oublier nos auditeurs. On a Chekib qui nous a écouté ce soir avec Zarine, avec Anna, sans oublier aussi Raphaël qui était sur le périphérique avec Soso qui était du côté de Boula ce soir et pas trop celui de Juan Trocé. Il nous donne cette dédicace, Juan Trocé. C'est Raphaël qui nous dit: tu verras, l'Allemagne sera déjà là. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.